Mercredi 31 juillet 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À l'œil de l'actualité de ce jour, le président guinéen Umaro Sissoco Embalo a chaleureusement remercié le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, pour sa visite officielle en Guinée-Bissau. Les accords signés montrent l'unité des pays pour établir une coopération régionale sud-sud. Reportage signé Judicaël Radjianirin sur les images de André Azadjaïbe et Eric Rassoul-Formanen. Lors du dîner d'État au Palais d'État de Bissau, en l'honneur de la visite officielle du président Andry Rajoelina en Guinée, le président Umaro Sissoco Embalo a exprimé et réaffirmé son remerciement pour le président Andry Rajoelina. Tous les ambassadeurs étrangers, les responsables et chefs de délégation internationale en Guinée-Bissau, comme l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de l'Union africaine, le représentant permanent de la CEDEAO, les ambassadeurs de la France, de la Chine, de l'Afrique du Sud, du Sénégal, du Portugal, du Maroc, du Nigeria, de l'Espagne, de la Russie, de la Turquie, de la Libye, de la Gambie, du Cap-Vert et du Venezuela sont venus assister à cette soirée. Le président Umaro Sissoco Embalo a remercié le président Andry Rajoelina et Madagascar pour la coopération multiforme qui s'étend sur 28 secteurs qui ont été signés au cours de ce voyage. La visite officielle du président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, en Guinée-Bissau a été particulière. Ce voyage a revêtu une signification particulière pour les deux pays car il a permis d'établir une véritable coopération régionale sud-sud. Madagascar et la Guinée-Bissau sont confrontés à de nombreux défis communs et similaires et sont prêts à travailler ensemble pour y faire face. Une nouvelle page de l'histoire des deux pays s'est ouverte et les 3 jours de la visite officielle, première visite d'un président malgache en Guinée-Bissau, marquent la relation importante entre la Guinée-Bissau et Madagascar. Un partenariat a été établi au bénéfice des deux parties. La relation militaire est l'une des premières collaborations établies entre Madagascar et la Guinée-Bissau lors du déplacement de la délégation malgache sur place. L'Académie militaire d'Antsirabe accueillera dès cette année des jeunes Bissau-guinéens. La CMIC, qui dispose d'une formation en adéquation avec les menaces en constante évolution, est partagée par toute l'Afrique, a déclaré le ministre des Forces armées malgaches qui s'est entretenu avec le ministre de la Défense nationale de Guinée-Bissau. Toujours avec Judicaël Radjianirin et André Azadjaïbe. 4 jeunes ressortissants bissau-guinéens suivront des formations à l'Académie militaire d'Antsirabe dès cette année. Lors de son déplacement en Guinée-Bissau, le ministre malgache des Forces armées, le général Lala Saïveil, et le ministre de la Défense nationale guinéen, Nicolas dos Santos, se sont rencontrés mercredi. La coopération régionale sud-sud était au centre de la conversation et le partenariat s'est immédiatement établi à travers l'octroi de formations militaires pour ces jeunes Bissau-guinéens. Ainsi, la coopération militaire entre Madagascar et les pays africains s'élargit au fil du temps. Chaque année, il y a toujours une nouvelle coopération qui se forme à travers l'envoi des pays africains comme les Comores, le Togo, le Congo. Des jeunes poursuivent une formation militaire pour devenir officiers au sein de l'Académie militaire d'Antsirabe. Ces jeunes Bissau-guinéens arriveront à Madagascar en septembre. Le début de la coopération a été établi à travers la signature de l'accord sur la manière de mettre en œuvre cette coopération. Pour cette coopération militaire en particulier, les relations entre les deux parties s'avèrent plus faciles car l'armée malgache et l'armée bissau-guinéenne ont la même structure. Et la tournée officielle du président de la République de Madagascar en Afrique se poursuit toujours. L'objectif est de renforcer la coopération africaine sud-sud. Après la Guinée-Bissau, le président malgache Andry Rajoelina a atterri cet après-midi à Luanda, la capitale de l'Angola, en réponse à l'invitation du président angolais. Le renforcement de la coopération entre les deux pays marque cette visite d'État, mais aussi pour asseoir petit à petit l'image de Madagascar comme étant parmi les pays leaders en Afrique dans le domaine de la diplomatie. Reportage signé Naté Rakoutmaouf et Eric Rassoul-Formanen. Après la visite d'État en Guinée-Bissau, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, est arrivé cet après-midi à Luanda, Angola, pour une autre visite d'État. Le président malagasy a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères angolais, Tété Antonio. Cette visite marque également la vision du président malagasy de promouvoir le panafricanisme, mais aussi la coopération africaine sud-sud.
Dans cette optique, la relation entre Madagascar et Angola doit être concrétisée à travers un accord cadre de coopération qui sera signé demain entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Cet accord marquera officiellement la relation diplomatique et économique de Madagascar, définie sur 7 points, notamment le mémorandum d'entente sur les consultations politiques, l'accord relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, l'accord portant création d'une commission bilatérale entre le gouvernement de la République de l'Angola et le gouvernement de la République de Madagascar, mais également des accords sectoriels comme le protocole d'accord sur le développement du secteur minier qui sera signé par les ministres des Mines malagasy et angolais et le protocole d'accord sur la coopération pour le développement du secteur de l'énergie, mais aussi le protocole d'accord sur le développement du secteur pétrolier, signé également par les ministres de l'énergie et des hydrocarbures malagasy et angolais. Cet accord cadre de coopération marque ainsi le début d'un lien étroit et fructueux sous le leadership des deux chefs d'État, souligne le ministre des Affaires étrangères angolais. Et comme vous voyez, c'est des accords qui ouvrent la porte à beaucoup d'autres domaines de coopération entre nos deux pays, comme l'accord de coopération, l'accord sur la coopération économique en général, l'accord cadre, donc, qui est l'accord mère, qui permettra qu'on puisse ouvrir la coopération d'autres domaines, tel qu'on le fait déjà, y compris la suppression du visa aux porteurs de passeports diplomatiques et de services, qui est le point d'entrée. Parce que sans la circulation de peuple, évidemment, on ne peut pas parler de coopération ni d'intégration. Voilà. Donc le pont entre Tana, Antananarivo et Luanda, c'est un pont qui a toujours resté ouvert, mais je crois que... La visite officielle de la délégation malgache en Angola sera marquée par une rencontre bilatérale entre le président de la République Antjradwin et le président angolais, suivie d'une réunion bilatérale entre les délégations des deux pays conduites par leurs présidents respectifs. Après cela, le président Antjradwin visitera l'Assemblée nationale angolaise. Il s'adressera aux parlementaires angolais lors de cette visite. Ces parlementaires tiennent une réunion spéciale en l'honneur du président Antjradwin dans le cadre de cette visite d'État. Passons dans un tout autre sujet, la correction des copies d'examen pour toutes les matières du baccalauréat général a débuté le 29 juillet. Selon les informations apportées par le directeur de l'examen national de l'université d'Antananarivo, la correction respecte toutes les procédures établies. Il a également confirmé que le gouvernement a déjà envoyé à l'avance à l'université la vacation des correcteurs. Reportage de Mervulat Sfiren sur les images de Praz Denilson. La correction des copies d'examen pour toutes les matières du baccalauréat général a débuté lundi dernier. Il a été confirmé par l'université d'Antananarivo que le gouvernement a déjà envoyé à l'université la vacation des correcteurs. Après la fin des corrections, conformément à la loi régissant les finances publiques, c'est-à-dire après service fait, les correcteurs recevront leur salaire. Et quant à la lettre d'engagement qui circule au niveau des correcteurs, le directeur des examens nationaux de l'université d'Antananarivo a confirmé qu'elle n'a rien à voir avec le paiement du salaire de ces derniers. Après la délibération, tous les enseignants qui ont corrigé les copies d'examen recevront leur salaire, selon toujours l'université. Les résultats de l'examen du baccalauréat devraient être publiés à la mi-août, d'après les informations. Ensuite, la société d'État CNAPMAD qui s'occupe de la production de matériel didactique et de l'impression des copies d'examen s'est relevée des difficultés financières auxquelles elle a fait face depuis des années. Il fut même une période où elle a arrêté sa production. Mais aujourd'hui, l'entreprise est de nouveau pleinement productive et au cours de ces 24 années, la consommation de matériel didactique a augmenté de 60% selon les explications d'un responsable. Anna Martina Nzahadjiantsou et Sech Adjianaup nous en disent plus. Le CNAPMAD, ou Centre national de production de matériel didactique, est une entreprise publique impliquée dans la production de matériel didactique et de matériel pédagogique depuis 42 ans, sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale. En plus de l'impression des épreuves d'examen du CEPE et du BEPC, l'entreprise fabrique des bancs et les matériels en verre utilisés dans les laboratoires. Si la production a ralenti au fil des années en raison des difficultés financières rencontrées par cette entreprise publique,
L'entreprise s'est actuellement redressée. Tous les équipements de production sont recyclés à 100%. Pour cette année 2024, la consommation de matériel pédagogique produit par cette entreprise publique a augmenté de 60%. Afin de continuer à promouvoir le commerce de l'entreprise et dans la continuité des efforts de son redressement, le CNAPMAD organisera une foire durant laquelle les produits vendus sont destinés au secteur de l'éducation. Dans un tout autre contexte, le chef de corps des sapeurs-pompiers a effectué un bilan de ses interventions durant les 6 premiers mois de cette année. Le corps des sapeurs-pompiers d'Antananarive note une hausse de ses interventions par rapport à l'année précédente. D'après le chef des corps de sapeurs-pompiers, le non-respect des consignes de sécurité et les négligences en sont les principales raisons. Mervoulat Sferen et Braz Denilson. En ce qui concerne les cas d'incendie, 126 incidents ont été enregistrés. Parmi ces cas, 80 étaient des incendies de maisons, 9 des incendies de voitures, 14 des incendies de forêt, 5 des incendies de décharge de déchets incontrôlés, 10 causés par des courts-circuits et 8 autres catastrophes. Mis à part cela, 3 accidents de circulation ont été enregistrés, 24 morts noyés recensés dans les communes de Tanzumbat, Ambouy-Chimanzak, Alassour et Ambouy-Manamboul. Les opérations de secours simples ont été au nombre de 5 et la libération de la voie publique 5. En outre, un total de 35 personnes sont mortes à la suite des incendies, tandis que 59 personnes ont été blessées. 59 personnes ont été blessées lors des opérations de secours aux victimes, si 34 sont mortes. Les opérations d'élagage d'arbres ont atteint 174. Ces chiffres concernent notamment la capitale et ses environs, et le corps des sapeurs-pompiers d'Antananarive note ainsi une hausse de ses interventions durant les 6 premiers mois de cette année par rapport à l'année précédente. D'après le chef de corps des sapeurs-pompiers, le non-respect des consignes de sécurité et les négligences en sont les principales raisons. Les sapeurs-pompiers exhortent donc chacun à éviter autant que possible les accidents, notamment en cette période de vacances, à éteindre les appareils électriques avant de quitter la maison et à ne pas laisser seuls les enfants et les personnes handicapées. Il convient de noter que les interventions des sapeurs-pompiers sont entièrement gratuites à Antananarive. Concernant les actualités des Jeux olympiques, le parcours de Laura Rassouanev, judokate malgache, s'est terminé lors de son premier combat lors de l'étape des 1/16e pour la catégorie féminine de moins de 70 kg. Elle est montée sur le tatami cet après-midi et affronté la Britannique Katy Jemima. Laura Rassouanev a été battue par un Wazari au 1/16e olympique féminin de moins de 70 kg. À noter que cette judokate britannique de 27 ans a déjà une réputation mondiale et est habituée à de grandes compétitions. Ainsi, Laura Rassouanev, qui n'a que 20 ans actuellement, peut s'améliorer et est promise à un bel avenir. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué mercredi à Téhéran dans une frappe imputée à Israël par le mouvement islamiste palestinien et l'Iran, qui ont promis de venger sa mort, faisant craindre un embrasement de la région en pleine guerre à Gaza. Reportage sur les images de France 24. Voici les dernières images d'Ismaël Haniyeh ce mardi à Téhéran. Au Parlement iranien pour assister à l'investiture du nouveau président du pays et lors d'une rencontre avec le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Quelques heures plus tard, la télévision iranienne annonce sa mort dans la nuit de mardi à mercredi. Aux premières heures de la journée, la résidence d'Ismaël Haniyeh à Téhéran a été touchée. L'un de ses gardes du corps a également été tué. La cause et l'ampleur de cet incident font l'objet d'une enquête et les résultats seront annoncés ultérieurement. Selon Téhéran, il s'agirait d'une frappe aérienne aussitôt attribuée à Israël. L'État hébreu ne confirme pas. Ismaël Haniyeh, 62 ans, était le chef du bureau politique du Hamas depuis 2017. Ces derniers mois, il résidait la plupart du temps au Qatar, avec de longs séjours en Turquie. On ne sait pas quel rôle exact il a joué dans les attaques du 7 octobre qui ont fait 1200 morts en Israël, mais Ismaël Haniyeh avait diffusé des images de lui en train de jubiler devant un reportage sur les attaques. Ces derniers mois, il minimisait l'impact de la guerre à Gaza sur le Hamas, mené en riposte par Israël.
Je peux affirmer qu'en dépit de l'horrible et lourd tribut que le peuple palestinien et Gaza doivent payer, l'entité sioniste n'a atteint aucun de ses objectifs militaires ou stratégiques. Membre du Hamas depuis sa création en 1987, Hani a été emprisonné à plusieurs reprises par Israël durant la première intifada. Il se fera connaître du monde entier en 2006 lorsqu'il devient Premier ministre de l'autorité palestinienne, un mandat qui ne durera pas. Un conflit s'ouvre avec le Fatah du président Mahmoud Abbas. Hani et le Hamas prendront le pouvoir à Gaza en 2007 après de nombreux affrontements meurtriers. Mahmoud Abbas conservera lui le contrôle de la Cisjordanie. Aujourd'hui, le président palestinien dénonce le lâche assassinat d'Ismaël Haniyeh. Ensuite, l'armée israélienne a affirmé mardi soir avoir éliminé un commandant du Hezbollah responsable, selon elle, du tir meurtrier sur le Golan annexé auquel elle avait promis de riposter. Nouvelle étape d'un affrontement qui fait craindre un embrasement régional sur fond de guerre continue à Gaza. France 24. Alors qu'il fait encore jour, ses habitants sont plongés dans un épais brouillard. L'explosion vient tout juste d'avoir lieu. En témoignent ces colonnes de fumée au-dessus de Beyrouth. La frappe israélienne a touché le quartier populaire d'Arek Haïk, en périphérie sud de la capitale, un bastion du Hezbollah. Je suis passé ici avec ma moto et 2 minutes plus tard, j'ai entendu le bruit de l'explosion. Il y a eu 2 déflagrations, l'une après l'autre. Les dégâts sont impressionnants. Le dernier étage de cet immeuble a littéralement été éventré. La rue n'est que débris et gravats. Selon l'agence nationale de presse libanaise, c'est le conseil de la Choura du groupe chiite qui a été visé. En clair, son bureau politique. Très vite, le Premier ministre libanais Najib Mikati a réagi. Il dénonce une agression flagrante et un acte criminel de la part d'Israël et appelle la communauté internationale à faire pression sur l'État hébreu pour qu'il arrête ses menaces. De son côté, Israël revendique l'attaque. Ce soir, l'armée israélienne a mené une attaque ciblée à Beyrouth contre Fouad Choukour, le plus haut commandant militaire du Hezbollah et le chef de son unité stratégique. Fouad Choukour était le bras droit d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Si Israël dit l'avoir tué, des sources libanaises prétendent qu'il a survécu. Il est présenté par l'État hébreu comme le responsable de l'attaque de samedi sur le plateau du Golan. Une roquette s'est écrasée sur un terrain de football du village druze Majd al-Shams, tuant 12 enfants âgés de 10 à 16 ans. Le Hezbollah nie en être à l'origine. Et pour clôturer cette édition Destination Venezuela, une partie de la communauté internationale a accru la pression mercredi sur le président vénézuélien Nicolás Maduro, engagé dans un bras de fer pour faire reconnaître sa réélection contestée au prix déjà d'une douzaine de morts et de centaines d'arrestations. France 24. Une à une, souvent dans la violence, comme ici, les arrestations d'opposants se poursuivent par centaines, 2 jours après la réélection contestée du président Maduro. Des interpellations en masse et une dizaine de manifestants tués. Pas de quoi décourager l'opposition au régime ce mardi dans les rues de Caracas, noires de monde. Elles revendiquent toujours la victoire. Leur chef de file dénonce la répression du gouvernement. Les militaires ont vu de leurs propres yeux le triomphe de tout un pays contre une tyrannie. Et aujourd'hui, nous leur envoyons ce message. Leur devoir est de défendre la souveraineté du peuple et de protéger le peuple vénézuélien. Pour ces manifestants, Maduro doit quitter le pouvoir le plus vite possible. Nous sommes tous ici et nous continuerons à être ici jusqu'à ce que la volonté exprimée dans les urnes le 28 juillet, qui a élu Edmundo González Urrutia comme président, soit respectée. Des manifestants déterminés et désormais 2 Venezuela qui s'affrontent. Le pouvoir en place a appelé ses soutiens à venir eux aussi dans la rue. Nicolás Maduro accuse l'opposition du désordre. Je vous tiens pour responsable, Monsieur González Urrutia, de tout ce qui se passe au Venezuela, des criminels, des blessés, des morts, de la destruction. Le chef de l'État rappelle que ces manifestations sont passibles d'emprisonnement. Coup de pression sur l'opposition, d'un président lui-même sous pression de la communauté internationale.
Le Brésil et les États-Unis appellent les autorités vénézuéliennes à publier les procès-verbaux complets pour établir la transparence sur les résultats de l'élection. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre la série Dynastie. Au revoir à tous.